Bonjour. On est pile à l'heure là, tu sais, on a fait Ouais, là, les on a horaires été comme à bon. la banque, 13, On a été 13 bon. temps pile. Bah, sinon, les gens sont pas contents, hein. C'était avec, tu sais, Antoine, que tu avais connu, Brain Cities, on avait fait un rendez-vous auprès d'un haut gradé de l'armée. Et puis il nous avait dit, il n'avait pas dit c'est 9h le rendez-vous, il avait dit c'est 9h00. 9-0-0. J'adore. Bonjour. Bonjour, Augustin. Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ouais, là, ça s'accélère un peu. On va attendre 1 ou 2 minutes histoire que tout le monde se connecte, messieurs, dames. Et puis on va commencer tranquillement, ouais. Et puis on va commencer tranquillement. Nickel. Monsieur Dumino. Donc en plus, sachez que le webinaire, il va durer quoi? À peu près une trentaine de minutes. Donc ça va être très pratique, très opérationnel. Et n'hésitez pas à poster vos questions dans les chat box. Et puis on n'hésitera pas à y répondre en direct, en fait, tout simplement. Je te ferai le modérateur, Rémi. Je veux, ouais, je Modo. veux. Modère-moi aussi. N'oublie pas de me modérer. Ah, il y a pas de limite. J'ai coupé l'enregistrement exprès, hein, parce que je sais que tu es un banquier iconoclaste, donc ça ne restera qu'entre nous. J'adore le banquier iconoclaste, le truc mort, quoi. Mon Dieu, mon Dieu. Bah oui. Bon, en attendant que tout le monde se connecte, on n'a pas tardé à commencer, je peux peut-être un petit peu poser le contexte. Le contexte, il est simple. C'est ce pourquoi je t'ai demandé de nous rejoindre aujourd'hui, Rémi. C'est que, comme tu le sais, MyBizDev ont à ma disposition des entreprises, des business développeurs, que ce soit bien autant pour des jobs en CDI que pour des missions en freelance. Et en fait, on remarque que ce statut, il est de plus en plus utilisé, que ce soit par les gens qui veulent être freelance ou par les entreprises qui en demandent. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des freins au quotidien à l'intégration de ce statut, des questions simples. Et ben forcément, j'ai pensé à toi, qui est dans la banque depuis plus de 15 ans, qui accompagne des chefs d'entreprise, que ce soit des indépendants, des TPE ou voire même des PME au quotidien, pour nous renseigner là-dessus, ouais. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis content que tu aies relevé ce challenge, Rémi. Ouais, c'est extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça, je pourrai rebondir dessus. En attendant, on va vous présenter ce qu'on a à présenter. Il y a assez de monde, on commence, comment on fait? Ouais, il y a assez de monde, vas-y, allez, je pose le plan. Ok. Eh ben, Donc vas-y. durant ce webinaire de 30 minutes, on va aborder en fait deux grands thèmes. Un, tout ce qui est légal et gestion, et c'est pour ça que du coup Rémi est notre invité parce qu'il a plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine-là. Et après, on parlera aussi d'un deuxième domaine qui est plus celui du business développement, des deals, des missions qui peuvent être associées à ce statut-là, en fait, tout simplement. Donc on va faire la question-réponse, une sorte de table ronde. Moi, je vais te faire le modérateur, Rémi, et puis d'abord, je te laisse te présenter déjà dans un premier temps. Ouais, quand même. Donc, et c'est gentil de m'avoir présenté, avoir dit que j'ai 15 ans d'expérience, mais malheureusement, j'en ai plus. Je vais te rajeunir, Rémi. Ouais, c'est ça. Non, ça fait 20 ans que je suis manager bancaire et donc j'ai fait à peu près tous les métiers du management bancaire, toutes les clientèles, du retail jusqu'à la grande entreprise. Et mon dernier poste, ça a été de créer une société, une agence spécialisée dans les startups qui s'appelait le Carré des innovateurs, où le mindset, c'était de trouver tout ce qu'il fallait pour les gens pour que ça avance plus vite, parce que les problématiques qui se posent aux startups sont pas réellement différentes de celles qui vont se poser à vous, sauf que eux, ils visent probablement des croissances à 2 chiffres et des millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que vous, pas forcément. Voilà, c'est la seule différence. Mais sinon, on est tous en train de rechercher la fluidité, la facilité, etc. Tout simplement. J'ai envie de te poser une première question, Rémi, qui n'était pas dans le plan. Tiens, j'aime pas les plans, moi. C'est gentil. On n'avait préparé que 3 questions à l'avance, hein, sur les 15 que je t'avais posées. Je le respecte déjà pas. Toi qui as fait quand même plus de 20 ans à la Société Générale Crédit du Nord, qu'est-ce qui t'a amené déjà à rejoindre l'équipe Prismea, qui est une start-up et qui est une application mobile? C'est pas courant comme parcours déjà. Ah, ça, c'est gentil de me poser la question. Ça, c'est très gentil. Non, alors, il y a une vraie évolution en ce moment. Il faut comprendre que le système bancaire actuellement a du mal à gagner de l'argent.
l'argent. Bon, je suis pas obligé de vous dévoiler ce genre de choses, mais le système bancaire a du mal à gagner de l'argent parce qu'il gagne plus de l'argent sur vos dépôts, c'est-à-dire l'argent que vous déposez sur vos comptes, y compris courants. Ils ont du mal à en gagner avec le crédit. Et puis là, je vous cache pas qu'avec le PGE, il va y avoir quelques pertes avec les prêts garantis par l'État et tout le soutien aux entreprises des banques, il va y avoir quelques pertes, donc du coup, problématique pour les banques. Et donc les banques, ce qu'elles cherchent à faire, c'est simplifier la vie au quotidien pour avoir moins de personnel, et donc ensuite pouvoir être plus disponible pour les cas où vous allez demander des choses un petit peu plus compliquées, parce que dans les différentes personnes qu'il y a là, il y en aura probablement un ou deux ou plus d'ailleurs, j'espère, qui deviendront une grosse entreprise comme MyBizDev, euh, et qui du coup auront des problématiques un petit peu plus complexes et qui du coup demanderont des choses plus compliquées. Donc l'idée maintenant, c'est que les banques traditionnelles créent des néobanques. Des néobanques, c'est-à-dire des banques entièrement digitalisées, mis à part le service client. Et, euh, et ces néobanques vont être les portes d'entrée sur les banques. Et je rebondis un peu sur tous les freelances prennent Conto, dit Guillaume Bersac. Ah, je savais que ça allait te quitter, ça, Rémi. Même si je fais le modérateur, je voulais te la cacher, celle-là. Oui, mais non. Oui, parce que Conto est un service qui marche très bien. Oui, et le Conto, c'est du Prismea, mais Conto a montré une limite qui était qu'il n'y a pas de soutien bancaire derrière et que du coup, en cas de croissance, en cas de PGE, la solution, elle est pas là. Après, je suis d'accord, Conto Prismea à ce jour, même combat. Mais la différence, c'est si jamais, par exemple, vous deviez un jour vouloir acheter une maison et que vous aviez un compte chez Conto, c'est cuit. Alors que une néobanque adossée à une banque traditionnelle, on fait la passe à un chargé de clientèle. Je dis pas forcément que on va vous accorder le crédit, mais je dis qu'au moins il y aura quelqu'un qui regardera que c'est possible. Aujourd'hui, Conto ne le permet pas. Mais encore une fois, c'est pas pour dire du mal de Conto. Hein. Conto, c'est une structure qui fonctionne assez bien pour les sociétés qui veulent une néobanque. Voilà. Est-ce que tu veux, tiens, Rémi, aussi peut-être nous pitcher Prismea en 2 minutes, qui est la nouvelle néobanque lancée par la SocGen. Ça peut faire sens aussi pour poser le contexte, je pense. Bon alors, Prismea, il faut que vous sachiez une chose, c'est que toutes les néobanques ont comme système de travail de back-office, mais on parle plus de back-office, on parle de système d'API, c'est Trésor, souvent. Conto essaye d'en sortir, est en train d'en sortir, mais globalement c'est la même chose. Ce qui fait que tout le monde a les mêmes possibilités sur les néobanques. Ce qui change, donc, quand on parle de néobanque, on parle de plafond de carte bleue très élevé. On est sur des bases de 20 000. On parle de débit automatique. On parle de fluidité pour connaître ses virements, ses prélèvements. On parle de beaucoup de facilité à utiliser et surtout, on parle de prix pas cher. On parle nous, on est gratuit pour l'instant parce que on lance le produit, hein, mais on parle de 9 euros par mois hors taxe et encore avec les excellents MyBizDev un petit peu moins cher parce que on les aime bien. Je suis un dur négociateur. C'est ça, c'est un dur négociateur. Donc c'est un petit peu moins cher avec MyBizDev. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi toutes ces néobanques, donc qui proposent des services à peu près identiques pour des prix à peu près identiques, la différence va se faire là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si jamais ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe si je veux faire un PEA parce que ma copine me dit que c'est bien d'acheter des titres. Qu'est-ce que se passe si je veux acheter une maison? Qu'est-ce qui se passe si je veux un peu de trésor? Et c'est là que le fait d'avoir une néobanque adossée à une banque, ce qui est notre cas, puisque nous sommes adossés au Crédit Junior, permet à un moment donné d'avoir des certitudes, c'est-à-dire que des certitudes complémentaires si jamais ça vient à poser, il y a des problématiques nouvelles. Il faut aussi savoir que Prismea va être la première à faire du crédit scoré et donc du crédit, comment dire ça, automatisé. Il y aura sur votre appli à partir de janvier, mais les algos tournent déjà, donc on pourrait déjà le faire, mais on le fait pas. On aura, voilà, c'est ça. Merci Arthur pour les formules. Mais il y aura du crédit et vous n'aurez qu'à appuyer sur le bouton pour avoir ce crédit. La différence, c'est que c'est du crédit scoré, il n'y aura pas d'intervention humaine. Donc voilà. Combien t'as de néobanques qui proposent des crédits aujourd'hui, là, quand tu vois les acteurs du marché? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Sur le particulier, il y a une banque dont je tairai le nom qui fait des autorisations de découvert.
Et puis il y en a qui cherchent à le faire en ce moment, qui cherchent à le faire parce que bah ça va être l'avenir, hein, on sait bien. Mais dont Conto d'ailleurs qui cherche à créer ses premiers crédits. Il y a une entreprise, alors ça je vous donne le tips quand même, c'est Monza, qui fait du crédit, mais qui est pas une banque, et qui fait du crédit pour les indépendants, et qui le met à disposition des gens. Bah ouais, ça fait sens. Et d'ailleurs, tiens, du coup, je rebondis là-dessus. Nous, ça fait quoi, 2 ans et demi aujourd'hui qu'on doit gérer un pool d'une centaine de bizdev qui sont en freelance de plus de ceux qui sont en CDI. Et c'est vrai qu'il y en a au début, ils veulent rentrer du cash, ils veulent voir des missions, mais il arrive un moment, au bout d'un an, 1 an et demi, on se dit, tiens, est-ce que j'aimerais bien m'acheter un appartement, en fait, tout simplement. Et j'ai des freelances, ils ont tous passé le palier, même des 70 000 par an. Il y en a quelques-uns, ils sont sur les 80 000. Et c'est vrai que l'accès au crédit, il pouvait être compliqué pour certains, même en montrant toutes les factures. Donc j'avoue, ça va être une bonne révolution, je pense, dans l'évolution de ce statut, parce que ça débloque des portes, en fait, tout simplement, quoi. Il y a pas mal d'acteurs qui bossent là-dessus, hein. Il y a des gens qui montent des crédits pour les indépendants pour mieux les proposer aux banques. Je vous donnerai les tips si on le fera à part. Mm. Euh, Bon, tu sais quoi, Rémi, maintenant je vais te poser la première question que j'ai préparée, que Vas-y, j'ai envie de poser déjà il y a 10 minutes, hein, parce qu'à discuter comme ça, ça peut durer longtemps encore avec nous, hein. vas-y, Donc envoie. la première question, c'est, moi demain je me mets en indep, mais enfin, comment on fait déjà? C'est quoi l'idée? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a le fameux statut d'auto-entrepreneur, qui, dans les métiers dont on parle, c'est relativement simple. On va sur le site de l'URSSAF, on s'inscrit, on produit les papiers nécessaires, il n'y a pas grand-chose. Et Maxime Paris, j'adore. Je suis en train de te négocier des réductions dans la chatbox pendant ce C'est temps. ça, c'est ça. Et donc ça, c'est relativement simple. Une fois que vous avez votre numéro d'inscription, bah, vous êtes live, donc vous pouvez y aller. Il faut le faire parce que sinon la facturation pose problème quand même. On est, on est d'accord. Donc ça, c'est le premier point. Si vous allez un tout petit peu plus loin, il y a les gens qui vont vouloir créer leur société. C'est pas beaucoup plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut déposer un capital social. Donc là, vous allez aller au greffe et vous allez voir une banque pour déposer le capital social. Souvent, en ce moment, c'est compliqué, je ne vais pas vous le cacher. Donc, il faut en général passer par la Caisse des dépôts et consignations ou Conto, puisque quelqu'un l'ont dit, mais le problème, c'est que Conto vous le facture, alors que la Caisse des dépôts et consignations, c'est gratuit. Alors, il y a quelqu'un qui dit pour une micro-entreprise, on n'aura pas besoin de capital. En fait, micro-entreprise veut dire à la fois auto-entrepreneur et petite société. Donc, là, je parle juste de juridique, auto-entrepreneur et société. Les auto-entrepreneurs, il n'y a pas de capital social. Les petites sociétés, il y a besoin d'un capital social. Et après, les limites de micro-entreprise, c'est autre chose. C'est pas lié au statut. Voilà. Justement, tu vois, la micro-entreprise, c'est quoi le meilleur moment pour la prendre? Et à quel moment on doit peut-être passer dans une petite société, comme tu dis? Alors moi, je préconise à tout le monde, y compris dans les startups, aller dans l'auto-entreprise parce que c'est un statut qui est facile. La déclaration est extrêmement simple. Sur le plan fiscal, on ne peut plus simple. On regardait les limites tout à l'heure. On est sur un peu plus de 70 000 sur les gens qui font de la société de service et la TVA un peu plus de 30 000. Donc aujourd'hui, on n'a pas de vraie difficulté à commencer cette activité-là. C'est vraiment très facile, c'est vraiment très linéaire. Après, si vous devez grossir, oui, à un moment donné, si vous devez vous mettre à plusieurs, si vous devez, etc., partez sur des sociétés. Mais je voyais dans le chat AE, EIRL, SASU, SARL, ça, c'est simple. Commencez par de l'auto-entreprise. Vous verrez ensuite, parce que on va le dire après, mais l'essentiel, c'est quand même comment on fait du business, quoi. Comment on fait du business. La forme sociale, ça répond à deux questions, allez, on va dire deux questions principales. C'est la fiscalité quand vous avez beaucoup de bénéfices. Et la deuxième question, c'est la protection du dirigeant si vous faites des pertes. Voilà, la société, ça répond à ces deux questions-là. Et grossir, ça répond à ces deux questions-là. Donc, pour répondre à la question de Rémi, qui a le même prénom que moi, ça va être ça. On va créer une SAS si jamais on a peur de faire des pertes ou si on commence à être gros et qu'on se dit qu'on va se mettre en rapport avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas du tout utile au début, tout simplement.
Ok. Ah, c'est sûr, ça fait sens. Comment choisir sa néobanque, tiens? Quelle banque je vais choisir? Banque ou néobanque? Alors, je finis juste sur les Ouais. sociétés pour ceux que ça Ouais. intéresse. Donc, il faut déposer son capital à la Caisse des dépôts et consignations. C'est gratuit. Si on peut vous aider, on le fera. Enfin, si vous voulez qu'on vous le fasse et que vous avez besoin d'y aller, pas de souci, on vous aidera. Mais franchement, le statut d'auto-entrepreneur pour commencer, c'est plus enfin, c'est plus simple, c'est plus tranquille, c'est plus facile fiscalement, c'est plus vous pouvez arrêter, vous pouvez recommencer, vous n'avez pas de capitaux à déposer. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'intérêt à commencer comme ça. Ben, c'est vrai que tiens, si je peux rebondir aussi là-dessus, parce que c'est vrai qu'avant de créer de MyBizDev, moi j'étais coach indépendant en freelance. Et je m'étais mis tout de suite en auto-entreprise parce que j'avais pas envie de m'emmerder. Et c'est vrai que la question, moi, elle s'est posée quand j'ai commencé à devoir faire des charges, en fait. C'est-à-dire prendre des locaux, embaucher des collaborateurs, facturer en fait des prestataires. Là, je suis passé en SASU parce qu'à un moment, j'avais besoin de récupérer la TVA et d'avoir des économies d'échelle là-dessus. Récupérer la TVA et avoir les charges réelles à déduire. Alors, on rentre pas dans le détail, mais si vous devez faire du business avec MyBizDev et juste avoir à passer des coups de fil, faire un peu de gros hacking, etc., les charges, elles seront beaucoup moins importantes que non, mais elles seront vachement moins importantes que ce que vous allez vraiment. Enfin, les charges qu'on va vous permettre de déclarer dans un régime d'auto-entreprise ou de micro-entreprise sont beaucoup plus importantes que celles que vous allez réellement dépenser, puisqu'en théorie les dépenses au début, c'est pas énorme. Donc voilà. Aussi, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on a intérêt à être auto-entrepreneur? euh, Moi, j'ai un retour sur la question. C'est une question de pognon. On gagne plus. Enfin, on est plus libre de faire son régime personnel, etc. Mais à travail égal, on est mieux rémunéré quand on est en extérieur. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. Hein. Mais après, je partage avec Maxime. Dis-moi si tu partages l'idée. Ouais, ouais, c'est sûr. Et je pense que tiens, c'est une question qu'on peut y répondre en binôme. C'est que le statut a des avantages, il a aussi des inconvénients, en fait, comme toutes les situations. L'avantage, bah, c'est sûr que on gagne plus d'argent parce que il y a moins de charges. Tu vois, si on prend je me base par rapport au mien de BizDev et je vais faire un calcul simple. Quand j'ai des BizDev juniors, donc sortis d'école, en moyenne, ils gagnent 1 000 € de plus par mois quand ils sont en entrepreneur plutôt que quand ils sont en CDI salarié. Donc ça serait l'avantage en quelque sorte. Mais après, il y a aussi un désavantage. Hein. Le désavantage, c'est quoi? C'est que bah, je vais pas cotiser pour mon chômage, en fait, tout simplement. C'est Ça, c'est ça, le gros mais désavantage qu'il y a en face. t'es libre de fabriquer ton régime. Et puis, deuxième problème, on est tous d'accord, c'est quand vous allez demander pour un loyer, il va falloir vous trouver une caution extérieure. Enfin, ça, c'est pareil, il y a des petits aménagements à faire. Aller chercher des cautions de la part d'organismes extérieurs parce que en CDI, vous allez être mieux vu si vous voulez un appartement en location ou en achat. Mais je pense que au début, se faire la main sur de l'auto-entreprise, c'est quand même voilà quoi, c'est le sujet, à mon avis. Et je pense qu'il y a une vraie construction de carrière en fait. C'est pas juste je veux faire auto-entrepreneur pour gagner plus d'argent, mais c'est plus de le voir. Je veux faire auto-entrepreneur parce que peut-être j'ai envie de voir une diversité de projets et de changer de boîte tous les 3 mois, 6 mois, etc. Si demain j'ai une boîte dans laquelle j'ai un coup de foudre et que j'ai envie de faire carrière, je m'engage directement en CDI. En fait, c'est un petit peu ça aussi l'idée. C'est que les tâches qui seront demandées seront différentes aussi et l'engagement en fonction du statut. C'est pas le statut qui fait l'homme, mais il faut aussi pouvoir le voir comme ça. Comment on choisit sa néobanque, Rémi? Ou pourquoi j'irais choisir une néobanque plutôt qu'une banque? C'est quoi l'idée? Alors on va être très très direct, pognon. Ça Ok. coûte moins cher, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus, enfin ça coûte beaucoup moins cher que le moindre compte pro dans une banque, clairement. C'est beaucoup plus accessible pour les gens que vous êtes, qui généralement êtes plus jeunes que les autres, mais même pour les autres, je veux dire, une néobanque, c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus facile à utiliser, c'est beaucoup plus tranquille, si j'ose dire, à utiliser qu'une banque traditionnelle. Et puis ça correspond un petit peu plus à ce que vous faites.
Alors moi je vous invite à prendre à prendre une française comme nous parce que tout simplement il vaut mieux un RIB français. Je sais qu'il y a des gens qui sont tentés d'avoir des néobanques étrangères. C'est une connerie parce que vous allez avoir des problèmes ensuite pour avoir des prélèvements, pour avoir des. Il y a des tas de gens qui savent pas faire des virements sur une sur une néobanque étrangère. Il y a aussi des problèmes de flicage, c'est-à-dire que le fisc regarde les néobanques étrangères. Donc c'est pour ça que je vous dis, mieux vaut une bonne vieille néobanque française comme nous. Tiens, je peux te faire un feedback dessus. Moi, je sais que bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand j'étais indépendant il y a 3 ans, à l'époque, il y avait quasiment que N26, tu sais, en néobanque. Donc, on prenait le N26, mais quand on fait nos déclarations en fin de mois sur le site de l'URSSAF, il faut rentrer son numéro de compte. Et je sais plus, mais genre, il y avait 14 chiffres obligatoires, mais libanalement, il en faisait que 12. C'est Et en ça. fait, on pouvait pas valider l'étape. En fait, on était bloqué avec notre RIB, on pouvait pas faire nos déclarations parce que la case du site des URSSAF, elle prenait pas les 12 chiffres. C'est exactement ça. C'est précisément ça. Bon, en même temps, là, si tu me demandes quel choix on fait, nous, on est gratuit jusqu'à la fin de l'année pour les adhérents de MyBizDev. Alors, j'allais dire, là, c'est assez simple à choisir. C'est gratuit ou gratuit, donc ça va aller. On a 2 questions, Rémi, qui peuvent être intéressantes, mais on va y répondre rapidement parce que je pense elles sont très ciblées. Il y en a une qui, on nous dit SASU, gérant salarié SASU, chômage ou pas? Alors, le problème, enfin, je vais répondre de manière plus générale selon tous les statuts. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que si tu as le chômage, si tu as la retraite, si tu as des choses comme ça, eh bien, ça veut tout simplement dire que tu as payé les cotisations. Donc, c'est aussi bête que ça. Donc là, pour être honnête avec toi, j'ai toujours un doute entre les SASU, si c'est le chômage ou la retraite qu'on n'a pas. Il n'y a pas de chômage. C'est ça, on n'a pas de En fait, chômage. t'es travailleur non salarié, TNS, gérant indépendant, t'as pas de chômage en fait. Mais tu cotises pour la retraite, Et effectivement. tu cotises pour la retraite, voilà. Mais encore une fois, tu cotises pour la retraite. Rien n'empêche l'auto-entrepreneur de cotiser pour sa retraite enfin, et de se faire un petit pécule. Hein. Donc, c'est, il y a beaucoup de gens qui commencent par être en SARL justement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de cotisations, mais en même temps derrière, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est toi qui fais ton propre, ta propre cotise. Hein. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Une autre question un peu spécifique, on va la tourner rapidement, mais elle est intéressante quand même. On se paye avec des dividendes risqués ou pas? Bah, se payer avec des dividendes. Là, on va rentrer dans un débat vachement long de banquier. Ouais, c'est ça, ouais. Se payer avec des dividendes, déjà, il y a une fiscalité différente, mais qui est pas fondamentalement difficile. Enfin, c'est pas forcément un problème. Mais surtout, le dividende pour un banquier, c'est quelque chose d'aléatoire. Donc, quelque chose de compliqué le jour où tu vas t'acheter une maison. Ça, c'est le premier point. En revanche, si tu gagnes vraiment beaucoup d'argent, ça te permet de mesurer ce que tu te verses tous les ans et donc de limiter. Généralement, les dividendes, c'est ceux qui se payent en dividendes, c'est ceux qui préparent un divorce. J'ai une super question de Marianne, Rémi, qui est très pragmatique. C'est, je me mets en indépendant, est-ce qu'il me faut un compte bancaire pro? Parce que Alors, la loi disait que non, mais les banquiers voulaient pas les faire. j'ai malheureusement, je suis désolé de vous dire qu'il y a des assertions contradictoires sur ce domaine. La loi vous dit que vous avez le droit d'avoir un compte personnel, mais, les banquiers ont des amendes quand ils identifient des mouvements professionnels sur un compte personnel. En d'autres termes, vous devriez pouvoir le faire, mais en pratique, vous ne pouvez pas le faire parce que les banquiers vont le vouloir de moins en moins et qu'ils vont le détecter de plus en plus. En d'autres termes, je conseille vraiment de passer au compte pro le plus rapidement possible parce que c'est pas pour l'argent que ça coûte à l'année. C'est au moins votre comptable va s'en sortir plus facilement. Vous allez pouvoir. Nous, on a par exemple des agrégateurs de flux. On a de la catégorisation de flux. Ce sont des choses qui arrivent au mois d'octobre. Ça, c'est-à-dire, on va vous aider à gérer vos finances. On va vous dire si vous avez un trou. On va pouvoir vous accorder du crédit l'année prochaine. Au moins, ça se sera fait. Parce que je vais vous raconter ce qui arrive de temps à autre à des gens qui avaient des auto-entrepreneurs qui avaient un compte individuel. Ils se retrouvent à demander du crédit à la consommation pour financer, par exemple, les factures qui sont pas payées à temps par les clients. Ils se retrouvent et là, vous avez du mal à expliquer à votre banquier
je voudrais un crédit consommation. Alors le type il dit bah dans les cases j'ai acheté une voiture, acheté des meubles, acheté etc. Il dit ça rentre pas. Moi c'est juste pour mon activité. Et là le banquier vous dit mais pour votre activité vous n'avez pas le droit à un crédit personnel. Ce qui fait que vous allez rentrer dans une logique qui est pas la bonne. Et c'est un peu pour ça qu'il y a des néobanques, qu'elles sont pas chères. C'est parce que pour le prix que ça coûte, honnêtement, vous vous épargnez beaucoup d'emmerdes. Enfin, je vous le dis. Et surtout, vous épargnez des emmerdes futures, si je puis me permettre. Voilà. C'est quoi justement les obligations légales en termes de gestion? C'est quoi les bonnes pratiques? Là, je te propose qu'on centre vraiment sur l'auto-entrepreneuriat et qu'on se lance pas dans les SASU. Alors non, mais là typiquement, vous avez juste besoin d'un chiffre d'affaires à déclarer et ensuite le fisc va vous dire bah pour ce chiffre d'affaires-là, vous déclarez tant de bénéfices. Je veux dire, c'est pratique automatique quoi. Il y a pas d'obligation. C'est seulement si vous grossissez. Alors, à partir du moment où vous dépassez 30 et quelques pour la TVA et 70 000 et quelques pour le bénéfice, qu'il y a des obligations. Déclaration de TVA, je crois de mémoire, faudrait regarder le seuil de 36 000 ou un truc comme ça, 35 000 ou 36 000. Là, mais si on rentre dans cette logique-là, euh, je suis, enfin, je veux dire, il vous faut un expert comptable, quoi. Il vous faut une autre. Là, on pourra vous donner des adresses aussi, mais ça veut dire que vous aurez réussi. Sinon, pour le reste, il y a la franchise en base si vous êtes au début, franchise en base de TVA et déclaration des bénéfices, enfin déclaration du chiffre d'affaires et calcul automatique du bénéfice par le fisc. Hein. Ouais, ok. C'est quoi tiens, si on regarde un peu les différentes étapes dans une gestion annuelle, ça serait quoi les différentes étapes, quoi? Je J'ai crée pas les différentes étapes d'une gestion au cours de l'année pour la micro-entreprise. Tu as déjà Moi, quasiment répondu avant, mais on peut se refaire la petite checklist. Moi, je pense que ce qui compte le plus pour tout le monde là, c'est de donc en partant du principe qu'on reste en dessous des seuils et qu'on est des gentils garçons et que parce que 36 000, ça fait déjà du monde. Hein. Enfin, je veux dire, tu vis déjà avec 36 000 balles. Bon, c'est peut-être pas la carrière de gloire. Non, toi, tu vis pas. Moi, je pense que parmi tous nos freelances, ils les ont tous remplis au bout de 6-7 mois. Mais après, on en parlera après, mais Bah voilà, c'est nous, on ça. a des missions clients des clients. C'est pas le freelance qui La, va chercher ses deals tout seul, quoi. la première question à se poser, c'est à quoi ressemble ce qu'on appelle le BFR? C'est quelle est la trésorerie qu'il me faut? Combien Ah, il me met 34 400. Je pense que c'est le seuil d'il y a 2 ans, ça. J'ai un doute. J'ai plus les seuils complètement en tête, mais c'est ça l'idée. Ok. La première logique, à mon avis, c'est de gérer son BFR. C'est-à-dire que tu vas peut-être pas être payé tout de suite. Et donc, il faut prévoir une petite, il faut prévoir un petit matelas. Il faut se dire que bah, on va être payé dans 1 ou 2 mois. Et donc, alors, je pense que ça, tu vas me dire si c'est le cas dans ton activité, mais il faut prévoir de pouvoir vivre pendant 1 ou 2 mois le temps que les premières factures rentrent. C'est ce qu'on appelle le BFR, puisque ça, il faut être très honnête. Il n'y a pas grand monde qui vous à moins de tricher sur un crédit dans une banque, il n'y a pas grand monde qui vous le financera. Ça paraît un peu difficile de se faire financer le début d'activité. Ensuite, bah, vous suivez votre trésorerie à partir de notre fameuse néobanque. Hein, c'est simple, vous regardez les débits automatiques, vous regardez la trésorerie. L'appli, d'ici la fin de l'année, elle vous dira, bah voilà, vous allez avoir un trou de trésorerie à ce moment-là parce que vous avez l'habitude de payer telle facture à ce moment-là. Enfin, c'est à ça qu'il y a de la gestion d'une néobanque. Et puis voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bah si, ouais, clairement. Si, ouais, on est pas mal. Ça serait quoi peut-être le dernier conseil que tu donnerais là pour bien gérer sa structure? Alors moi, le dernier conseil que je vous donnerais, c'est super la gestion. Là, tu vois, ils me disent c'est bien 34 400. Bon, j'étais un tout petit peu au-dessus, mais c'est super ces chiffres-là, c'est super le BFR, c'est même super l'appli Prismea. Mais mais au fond du fond, c'est le business qui compte, quoi. Donc c'est quel lead rentre, quel cœur de métier, comment je fais du business en plus, combien je gagne, combien ça rentre. Et là, c'est plus mon sujet. C'est ce qu'oublient souvent les entrepreneurs. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des gens comme Maxime qui sont là pour expliquer aux gens comment on fait du biz, quoi. Mais n'oubliez jamais ça, parce qu'on a toujours tendance à se dire d'abord qu'est-ce que je mets en place. Est-ce que je me mets une SAS comme ça, je peux faire rentrer des tas d'associés, on va faire 800 000 euros de chiffre d'affaires. D'abord le business. D'abord le business.
Ouais, non, ça fait sens. Ça fait sens. C'est là que je reprends la main, c'est là qu'on parle bise. Bah ouais. Mais c'est vrai que je me suis un peu reconnu dans les problèmes quand tu te lances en indépendant. Quand tu te lances en indépendant, tu as peut-être deux problèmes au début. Bah, le premier, c'est d'aller chercher des clients, en fait, tout simplement. Le deuxième, c'est d'aller chercher le paiement de ses factures. C'est ce que tu disais juste avant. Et après, le troisième, bah, mine de rien, c'est de faire ses prestations en faisant les deux premières choses en même temps. Moi, je me souviens, avant même de monter MyBizDev, je crois que j'ai passé 6 mois où de 9h à 18h, bah, je faisais mes prestations chez les clients. De 18h à 20h, je gérais mes factures. Et le matin, avant 9h, j'allais chasser mes clients, en fait, tout simplement pour faire le roulement. Et c'est d'ailleurs en partant un peu de ce postulat-là bah, qu'on avait monté MyBizDev. Plus on avait de clients parce qu'on voulait pouvoir justement sous-traiter des missions qu'on avait signées à d'autres business développeurs pour se les répartir et derrière pouvoir avoir un flux et gérer en fait tous les clients. C'était un petit peu pour répondre à ces deux problèmes-là, tu vois, dans le sens où nous on rapportait à tous nos bizdev des deals qui étaient signés dans ce qui leur plaisait. Et puis on avait Pierre, mon associé, qui payait les factures à la fin du mois, tandis que nous on était payés 60 jours après, quoi. C'était un peu cette idée-là en termes de gestion. Toi qui es aussi un pro de la startup, tiens Rémi, je vais te reposer des questions, on va parler business. Toi qui as été un banquier qui a créé une agence spéciale startup, Ouais. c'était lesquels tes types de clients qui pouvaient se dire, tiens, pourquoi des clients, des startups, au début, ils ont envie de se dire, je vais commencer avec un prestat, un freelance, etc. T'en as eu des comme ça? C'était quelque chose que je conseillais en fait. C'est pour ça que je suis un peu là pour tout te dire. Et je le conseille encore d'ailleurs. C'est-à-dire que au début, quand tu es une startup, ta problématique, c'est de voir où est le produit, comment il va être lancé, est-ce que le produit correspond à la clientèle, etc. Donc en fait, il vaut mieux mettre tout un tas de gens, enfin de mettre des freelances sur des sujets différents, avec des méthodes de vente différentes, peut-être même avec des use cases différents, avec faire tout un tas de tentatives et puis voir ce qui marche le mieux et puis voir comment ça fonctionne. Et du coup, l'intérêt pour eux, c'est de récupérer les KPI derrière, de récupérer comment ça a marché dans chaque cas et ensuite pouvoir se dire, bon, peut-être que je vais récupérer je vais prendre un CDI pour faire comme les freelances m'ont montré ce que c'était. Et donc, la plupart et puis, alors ça, c'est une des possibilités. L'autre, c'est que parfois, tu veux tout simplement booster à un moment donné, quand tu lances une partie de ton produit, un use case ou un bout du produit, tu veux le booster et donc tu as besoin de freelance pour se mettre à côté de tes équipes commerciales, tout simplement. Ouais. Donc oui, de toute manière, on en utilise, on en utilise et on en utilisera, c'est sûr, dans les Bah, startups. du coup, j'ai bien fait de te poser la question à toi plutôt que d'y répondre directement parce que c'était un petit peu vers ces voies-là que je voulais aller. Si je peux compléter, vous savez, nous, MyBizDev, on est montant de tous les incubateurs parisiens. C'est l'incubateur HEC, Wilka, Willa, Wilco. On est partout dans Station F. Et c'est un peu ton premier cas d'usage. C'est qu'une startup, quand ils vont être entre 1 et 10 collaborateurs, souvent, ils testent leurs produits. Et à un moment, il faut le confronter au marché. Il faut pouvoir aller chercher les premiers clients. Mais c'est vrai que ces boîtes-là, elles connaissent pas encore leur coût d'acquisition, elles connaissent pas encore leur délai de vente. C'est combien de jours je vais mettre pour à signer un contrat à un client après le premier rendez-vous. Elles n'ont pas encore vraiment leur panier moyen. Elles ont du mal à se projeter en termes de finances et en termes d'attraction produit. Et quand t'as pas ça encore, quand t'es entrepreneur, c'est dur de pouvoir faire des embauches ou, enfin, quand t'as pas ça, tu peux pas proposer un plan de carrière à quelqu'un. Tu sais même pas si ton produit va marcher. Et c'est vrai qu'on a le cas d'usage de la petite startup de 1 à 10 collaborateurs qui a besoin de lancer son produit sur le marché et qui va prendre un freelance qui peut être junior confirmé, bah, pour une mission de 3 mois ou une mission de 6 mois pour aller chercher leur premier tableau de bord commercial, en fait. Ça, c'est vraiment l'idée. Donc souvent, c'est des aventures qui sont plutôt prenantes parce que on arrive au début de l'histoire de l'entreprise. C'est ça aussi que peuvent rechercher des fois des gens qui ont bossé X années dans des grands groupes ou dans des PME. Il y a un moment, ils se sont rendus compte que les tâches au quotidien étaient un peu chronophages, c'est-à-dire taylorisées. Quand tu es une PME de 100 personnes, chacun se répartit bien les tâches. Et des fois, ils ont envie d'être au cœur de la stratégie avec les fondateurs. Et du coup, c'est vrai que la startup, elle permet ça. À contrario de ton deuxième cas d'usage, qui est de faire des opérations ponctuelles. Nous, on avait Deliveroo l'année dernière. Ils avaient un enjeu, c'était ouvrir les villes secondaires. Ils font toutes les capitales, les Paris, les Londres, etc. Ils avaient envie d'ouvrir Reims, d'ouvrir Angers, d'ouvrir Cherbourg. Et donc, du coup, ils avaient fait des équipes de freelance pendant 3 mois qui faisaient descendre dans les villes de province, etc. pour du ponctuel.
Ça peut être lancer des pays, ça peut être ouvrir des régions. Donc, il y a aussi des missions comme ça dans des. Et il y a aussi quelque chose qu'on ne devrait pas dire, mais je le dis quand même, c'est que un CDI, c'est un risque pour une startup. C'est un risque que on se soit trompé dans le recrutement, on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, puis au bout d'un moment, il faille s'en séparer. Alors à l'opposé, un freelance, bon bah ma foi. Même si ça n'a pas de résultat, c'est pas grave, c'était pricé. Enfin, je veux dire, c'était déjà inclus. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix pour une startup, vraiment. Ouais, clairement. Il y a Marianne qui nous pose une question qui est intéressante, c'est est-ce qu'il y a d'autres plateformes que MyBizDev pour trouver des jobs en freelance? Je vais en parler parce que je pense que je suis aussi légitime dans ce domaine-là. Moi, je sais qu'au début, quand je m'étais lancé en freelance, j'allais sur Upwork, ça s'appelait à l'époque. C'était Malte. Tu connais Malte? Il y a un certain nombre de plateformes spécialisées maintenant, ouais. Mais peut-être pas dans le commerce quand même. En fait, les métiers du freelance sont depuis des années connus dans le monde de la tech, des développeurs informatiques et du marketing. C'est les graphistes, les développeurs, ça fait longtemps aujourd'hui que le statut de freelance il est assimilé pour eux. Dans le bizdev, c'est quand même assez relativement nouveau. Donc moi je sais que quand tu vas sur Malte, tu as quand même peu de business développeurs. Et Malte c'est très bien. Et Malte par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, tu négocies tout seul. Donc, tu reçois des gens qui vont avoir envie de discuter avec toi, mais c'est toi qui négocies tes contrats, c'est toi qui négocies tes TJM, c'est toi qui cadre aussi les clients pour l'ordre de mission. Moi, quand j'étais sur Malte, sur à peu près 10 demandes que je pouvais recevoir, il y en avait 7 ou 8 qui voulaient me payer qu'à la com. J'avais au début le discours du TJM. Mon TJM, il est affiché à 500 € jour. On peut même mettre 200, on s'en fout. Et à la fin du discours, à la fin d'une heure d'échange téléphonique, le donneur d'ordre me disait bah ouais, mais moi je comprends bien, mais un commercial, faut que ça vende, donc je te paye qu'à la commission, tu vois. Et je leur disais non, mais les gars, il y a Noé, tu vois, surtout pour des jeunes entreprises où tu n'as pas d'historique de vente, ces modèles-là aujourd'hui, ils se font plus. Et c'est là où nous, avec MyBizDev, qu'est-ce qu'on faisait en plus, c'était de pouvoir cadrer les prestations, négocier les TGM avec les clients pour derrière perdre moins de temps sur ces négos-là quand on ne sait pas ou qu'on n'a pas envie de les faire aussi. Tu vois, moi, typiquement, si on repart de Malte, j'avais une Juliette qui est BizDev coach chez moi. C'est elle qui a monté le service commercial chez Malte. Elle a passé 4 ans là-bas en CDI. Elle a monté le service qui account. Elle est sur Malte. Elle cartonne d'ailleurs. Elle doit avoir fait peut-être une 50aine de missions. Et elle est aujourd'hui aussi BizDev coach chez moi. Et tout son chiffre de l'année dernière, elle l'a fait chez nous. Donc, en fait, même l'un n'empêche pas l'autre au final. Mais pour le bizdev, après, non, j'en connais pas plus. Il y a Creads, il y en a d'autres, mais c'est pas exactement des gens pour faire de la vente, enfin du bizdev. C'est d'autres sujets, souvent c'est des créas ou des choses comme ça. Mais encore une fois, moi, des gens qui te fournissent le job de manière aussi fluide, non, franchement, jusqu'à présent, j'ai pas vu, donc c'est cool. Ouais. Et Marianne, juste un truc, j'ai vu quelqu'un qui demandait pour les biotech, etc. J'ai vu une levée de fonds de 372 millions chez un Insect. Je pense que tu peux leur vendre tes services. Typiquement, pour ceux qui nous écoutent, quand vous avez une boîte comme Insect ou comme son concurrent Next Protein qui lève autant de fonds parce qu'ils ont levé tous les deux en même temps, bah là, vous avez un afflux de demandes de commerciaux qui est absolument monstrueux. Et donc, c'est immanquablement vers les auto-entrepreneurs ou les freelances on se tourne, évidemment. Bah ouais, non, c'est clair. Moi, je suis d'accord. Marianne, question intéressante. Les freelances posent leur profil, les entreprises posent pas. Ça va dans l'autre sens. Ah oui, c'est exactement ça. C'est les entreprises en fait qui choisissent les profils, Marianne, et qui vont te mettre des petits mots. Donc en fait, c'est vrai que des fois sur Malte, c'est un peu comme dans les rayons du supermarché, quoi. Si t'es pas en page 1, c'est vrai que tu as très peu de demandes. Après, tu as X milliers de personnes qui sont inscrites, donc il faut pouvoir remonter parmi les premières pages, quoi. Donc c'est un peu les retours que j'ai aussi sur Malte ou des gens comme ça, ouais. Alors, j'ai jamais accepté une com quand ton client est une startup. Simple raison, pour nous freelance, vous prenez le risque d'entrepreneur et du potentiel résultat. Donc, Martin, j'ai envie de te dire, peut-être oui, quand c'est du 100% com. Par contre, je pense que pour un business développeur, c'est important de pouvoir négocier ses commissions, mais c'est pas au détriment ou à la place
du TJM fixe. Moi, je vais vous donner des ranges de TJM sur nos différents profils. Théorique, enfin, ce qu'on fait nous pour des juniors sortis d'école, donc c'est-à-dire sortis d'école jusqu'à 1 an d'expérience, on facture entre 200 € et 250 € la journée. C'est-à-dire qu'un sorti d'école, il est facturé chez le client à 4 000 € au mois. On peut dire 4 200 si on compte 21 jours ouvrés, tu vois. Donc, si on enlève la commission MyBizDev et si on enlève les impôts, en termes de fixe, il en reste à peu près 3 100 € à la fin du mois en salaire fixe. Ça, c'est pour des sorties d'école. Si on donne des TJM de gens qui sont opérationnels confirmés, donc plus d'1 an jusqu'à peut-être 3-4 ans d'expérience, on va être sur du 260 jusqu'à 400 € par jour. Ça, c'est un peu mes briques. Après, j'ai d'autres profils, comme Juliette que je te parlais avant, qui est BizDev Coach, 10 ans d'expérience comme moi. Là, les factures, c'est de 800 à 1500 € la journée. Mais ça, je le mets de côté. Pourquoi? Parce que les deux catégories que je te parlais avant, c'est des jobs qui sont opérationnels. Et un client, tu tournes tous les jours pendant 3 à 6 mois. Quand moi et Juliette, on fait des prestations, Juliette peut faire 5 jours à 800 €. C'est de la stratégie, en fait. Elle fait du conseil. C'est pas de l'opérationnel à être tous les jours au sein des boîtes. Donc souvent, c'est à distinguer entre les deux. Et ça, en fait, ça, c'est la brique. Au-dessus de ça, rien n'empêche de pouvoir, et justement, négocier des variables. Mais les variables, c'est en plus. C'est pas à la place. C'est ça, l'idée. Robert, la plateforme MyBizDev est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous ceux qui passent notre process de certification des compétences où on va contrôler en fait les skills de chacun de nos candidats et leur proposer des challenges s'ils ont besoin de coaching ou de rajouter des briques à leur profil. Donc MyBizDev, c'est une plateforme, oui, mais c'est surtout déjà des hommes avant la plateforme et c'est une plateforme qui est à cercle fermé. Olivier. On m'a proposé un TJM à 0 €. Oui, c'est dur, Olivier. C'est pour ça qu'il faut négocier. Il ne faut pas se laisser faire. On n'est pas trop mal. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le chat? On a l'air plutôt bien, Ami. Ok. J'étais juste en train de regarder s'il y avait autre chose dans le chat. Justement, j'attends réponse de BizDev pour excellent talk, merci. Une question pour l'émission en freelance avec MyBizDev. C'est du plein temps. Ouais, clairement, comme ce que je disais avant, aujourd'hui, nos missions en freelance, quasiment 90%, elles sont en plein temps dans les boîtes. Donc, pour ceux qui font pas partie de notre communauté, il suffit de s'inscrire sur Internet et puis vous suivrez le process de recrutement qui vous sera proposé. C'est exactement le même process, en fait, qu'on veuille faire du freelance ou du CDI. C'est la certification des compétences qui est exactement le même pour tout le monde. Et ceux qui sont déjà chez nous, parce que je sais qu'on a eu beaucoup de candidats ces dernières semaines, soit dans votre entretien RH avec Valentine, vous avez spécifié que vous étiez ouvert au freelance ou aux deux. Et si vous lui avez dit CDI, vous pouvez mettre un petit mot dans le Slack ou directement par mail pour lui dire que vous êtes ouvert à tout type de mission et de statut. Et ça nous permettra, quand on fait tourner notre algorithme de matching, de vous proposer des jobs en correspondance avec le freelance. Et c'était aussi un peu l'idée de ce webinaire. C'est pourquoi j'ai fait ce webinaire-là, c'est que depuis la rentrée, on s'est rendu compte que on a beaucoup de demandes en freelance, en fait. Et c'était pour ça que je voulais passer cette information-là aux gens qui nous regardent pour pouvoir se dire que c'est ça. T'en as beaucoup parce que les entreprises se font peur en ce moment et qu'elles veulent pas recruter directement. En revanche, elles veulent du business. Donc, comment tu fais pour avoir un business développeur quand tu peux pas le recruter en CDI? Voilà, tu prends un freelance. C'est pour ça que tu as beaucoup plus de demandes et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est le bon moment pour y aller. Hein. Faut aussi se le dire. Juste, il y a une question que je trouvais vachement intéressante. Pertinent de cumuler 2 missions en même temps de la part de Lancelot? Ça, c'est une bonne question. En fait, cumuler 2 missions en même temps, là, il faut voir en fait vraiment ton niveau d'expertise. Tu vois, quand je fais le cadrage des missions avec mes clients, si mes clients veulent un profil junior, pour faire de la prospection avec quelqu'un qui sort d'école ou qui a bossé qu'1 an, c'est pas que je leur déconseille, c'est que je leur interdis j'interdis aux juniors de faire 2 missions en même temps. Pourquoi? C'est plus en termes d'organisation, c'est que gérer 2 pipes commerciales, gérer le pitch de 2 offres produits, gérer 2 tableaux de bord avec objectifs. Souvent, quand on commence, il vaut mieux avoir un client fixe pour déjà bien prendre son produit en main. Parce que en vendre un, c'est pas facile, et en vendre 2, ça devient compliqué. Après, on a un autre cas d'usage, c'est là où on va avoir en fait des gens qui sont plus confirmés, qui savent déjà servir d'un CRM, qui ont déjà fait des ventes, qui savent monter des tableaux de bord, qui savent aussi digérer différents types d'interlocuteurs. À ce moment-là, bien cadrer
prendre 2 jobs peut très bien se faire. Voire troisième cas d'usage, Juliette qui fait du conseil ou de la formation, elle peut prendre 2, 3, 4 clients parce que vu qu'elle est dans l'opérationnel, elle n'est pas harassée par des relances. C'est ça la différence entre un business développeur ou un créa, c'est que le créa de toute façon, il fait son cahier des charges, il peut planifier en fait ses journées. Vous, quand vous êtes bizdev, vous allez subir des relances entrantes en fait, des clients, du service client, etc. Et du moment où tu as un environnement qui vient vers toi, si tu es sur autre chose, tu peux pas t'en occuper. Ça va être ça la contrainte entre les deux, quoi. Ok. Juste, du coup, ça va avec. Martin, tu posais la question de savoir comment pitcher en 2 phrases. Moi, je sais pas quel rapport t'as avec Maxime, mais je pense qu'il faudrait que tu lui parles parce que la réponse tient en combien? 10 slides chez toi? Les 10 commandements ou un truc comme ça, je sais plus. C'est les 10 commandements du closing et c'est un pitch que je fais à 14h30 chez Paris Co. Sur la vente. Magnifique. On enchaîne sur Magnifique, ça, bravo, c'est formidable. Je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire. Avec plaisir. Ce que je propose, Rémi, c'est que donc du coup pour toute notre communauté MyBizDev et ceux qui sont au webinaire, tu nous as dit que tu nous offres ta banque en ligne jusqu'à la fin de l'année, c'est ça l'idée? C'est ça, et après, il y a une réduction que tu as encore le droit de négocier. Donc, on annoncera le. Il m'a négocié un 10%, mais je le trouve un peu faiblard. Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Même extra. Donc sachez que ce Livestorm il est enregistré, donc il y aura un replay, mais aussi de manière factuelle, je vais préparer en fait 2 slides avec des bullet points qui récapitulent les bonnes pratiques. Ça sera aussi simple que de se le regarder une deuxième fois. Et ça, je vais vous le préparer pour la semaine prochaine. Et restez, comment on dit en anglais, stay tuned. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que ça se dit dans ces moments-là. Donc, regardez bien LinkedIn. Vous pouvez me suivre, Maxime Paris. Semaine prochaine, je ferai un post LinkedIn. Je vous enverrai d'ailleurs le lien du post par mail. Et je vous proposerai la ressource sur Internet pour ceux qui commentent. Comme ça, en même temps, ça nous fera de la visibilité. Monsieur Debussy Robert, je vous répondrai, je vous répondrai en live parce que les questions cumuler 2 statuts AE, SASU et avec des sirettes différentes, ça, faut qu'on en reparle. Et la banque, est-ce qu'elle est uniquement sur mobile? La réponse est non, mais est-ce que, enfin voilà, faut qu'on discute. Donc voilà. Et on a aussi Arthur qui a laissé son numéro de téléphone portable pour parler de la banque. On peut aussi parler d'Arthur. Arthur, c'était un candidat en fait chez MyBizDev. Il avait fait notre process Darwin il y a combien de temps, Rémi? Il y a 6 mois, je crois, non? Un peu plus? Ouais, c'est ça. Tu l'avais abordé pendant le confinement. Arthur était un de nos candidats qui avait fait plus de 3 ans de chef de secteur dans la grande distribution. Il voulait intégrer des startups. Et puis, du coup, il a embauché chez Prismea en tant que premier business développeur. Toi, par contre, tu l'avais pris directement sur un contrat CDI. Donc, du coup, c'était de l'embauche directe. Ouais. Et tu avais fait le challenge de l'onboarder en plein confinement. Ça avait commencé pendant le confinement, votre prise de poste, là, à distance. C'est ça. Mais je peux te dire que rien ne dit qu'on va pas recruter, parce que là, on était sûr d'avoir du boulot pour un CDI, mais rien ne dit qu'on va pas devoir recruter des auto-entrepreneurs d'ici peu de temps parce que on aura sorti le produit dans la presse et qu'il y aura un surplus d'activité. Hein. Pour nous, c'est une gestion qui se cumule. C'est pas soit CDI, soit ça peut être les deux. Ça peut être les deux, vraiment. Non, clairement, ça fait sens. Ok. Ok, extra. Bon, on fait comme ça. Merci à tout notre public pour le temps que vous nous avez consacré. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Pour faire le suivi des questions, semaine prochaine, je vais faire un post LinkedIn et d'ailleurs, je vous enverrai le lien de ce post par mail parce que j'ai vos mails grâce au webinaire et je vous enverrai un document qui récapitule en fait qui répertorie toutes nos réponses en fait tout simplement. Et puis merci à toi Rémi d'être disponible aussi, de nous avoir partagé avec nous ton savoir-faire. Ouais. Est-ce que tout le monde a les adresses mail, a nos adresses mail? Parce qu'il y a des gens qui disent j'ai des questions, mais voilà. Je pense qu'il faut. Tu as mis nos adresses mail pour qu'on puisse nous joindre ou pas du tout? Tu vas dire que je serais un mauvais hôte, Rémi, c'est ça? Non, je pense qu'ils les ont naturellement, mais je suis pas sûr. Non, je sais pas s'ils sont naturellement. Je vais les remettre dans la chatbox. Tiens, ça mange pas de pain. Ah, regarde Arthur, il est fort. Il t'a mystifié. Bon, super. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, parfois plus techniques, allez, on fait comme ça. N'hésitez pas. Ça marche. Bon, et puis Paris Co, tu leur dis bonjour de ma part. Ok. Allez, je te les envoie après. C'est ça. Salut Rémi. Allez, ciao.